prononcer un mot-clé, pénurie. Il y a des pénuries actuellement sur les médicaments. Et tous ceux qui vont dans les pharmacies s'en rendent compte, notamment ceux qui ont des enfants, sur le paracétamol pour enfants, c'est extrêmement compliqué. On a eu la confirmation aujourd'hui que les pénuries allaient durer. Le gouvernement a pris une mesure. Il a interdit la vente en ligne du paracétamol. Et ça risque vraiment d'avoir des répercussions très concrètes dans les pharmacies. Explication de Margot Faudéré d'Europe 1. Oui, Laurence, pour faire face aux difficultés d'approvisionnement en paracétamol, le gouvernement a décidé de rationner plus de ventes en ligne jusqu'au 31 janvier. Et en pharmacie, la vente de Doliprane ou de Dafalgan est limitée à 2 boîtes par personne, une mesure qui date du mois d'octobre. Alors pour le moment en France, ce sont surtout les formules enfants qui sont difficiles à trouver, mais bientôt cela pourrait même concerner les formules pour adultes. Alors pourquoi de telles tensions ? Eh bien elles sont liées directement à l'explosion des cas de Covid en Chine. Le pays a décidé d'interdire l'exportation de paracétamol pour soigner sa population en priorité. Alors forcément, le produit n'arrive plus jusqu'à chez nous, sauf que la France ne peut pas prendre le relais puisqu'elle ne produit plus de paracétamol sur son sol. Un projet de relocalisation existe. Il doit voir le jour en Isère et produire 10 000 tonnes de paracétamol par an. Mais ce n'est pas pour tout de suite. L'usine ne devrait pas ouvrir avant 2024. Et ben voilà. Encore un exemple, Jérôme Béglé, un produit français qu'on ne fabrique plus sur notre sol. On n'a donc rien appris depuis la pandémie. C'est Sanofi qui détient le brevet du paracétamol, en tout cas du Doliprane. Vous pouvez se dire, tiens, cocorico, mais ça a été évidemment délocalisé, j'imagine, à l'autre bout du monde. On nous avait dit, au moment de l'affaire des masques, qu'on avait identifié X secteurs qui étaient des secteurs de notre souveraineté industrielle et je dirais sanitaire, et que premier juré, on les fabriquerait, si ce n'est en France, en tout cas en Europe, voilà, occidentale. Ouais. On n'apprend rien de nos mots, de nos erreurs. C'est ce que disait tout à l'heure Marc Toiti, c'est que effectivement, on fait des annonces, et puis 1 an, 2 ans après, on est confronté à ce que devrait être la réalité de l'annonce ou la résolution du problème. Eh ben non, on a encore un peu plus creusé notre déficit, notre perte, et en tout cas, là, notre pénurie. Et là, 2024, donc pour l'usine... C'est ça qui est inacceptable. À perte de vue, là, vraiment... C'est que, encore une fois, vous avez mal à la tête en 2024. Il faut mieux attendre. Le coronavirus, c'est quand même... Bon, l'épidémie, c'était quand même... la pandémie, c'était effectivement 2020. Donc, on nous avait dit à l'époque, bon, là, on n'y reprendra plus. C'est vrai qu'il y avait un monopole de la Chine, notamment sur la production de paracétamol. On dit, maintenant, ça y est, on va relocaliser chez nous. Voilà un exemple des intentions. Et puis finalement, là, on est quand même presque 3 ans plus tard. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait ? Et là, la Chine, elle garde le paracétamol pour elle. Elle dit, c'est pour ma population. Le problème, là aussi, c'est un peu comme pour l'Allemagne avec le gaz russe, si vous voulez. On s'est rendu nous-mêmes dépendants. Faut pas oublier que c'est pas la Chine qui nous a obligés d'acheter des produits chinois. C'est nous-mêmes qui nous sommes rendus dépendants de cette économie chinoise. Et on le voit aujourd'hui, ces grandes difficultés, mais pas que de la Chine, de beaucoup de pays, je dirais, à travers le monde. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas gardé ces secteurs stratégiques. Et encore une fois, on peut se tromper une fois, ok, mais c'était il y a 3 ans. Là, on continue, on n'a rien fait depuis 3 ans. C'est ça qui est extrêmement surprenant. Et donc, ce qui fait que là aussi, il y a un ras-le-bol qui monte. Qui monte. Ce matin, il y a l'indicateur de confiance des ménages qui est sorti en France, qui est reparti à la baisse. Donc ça veut dire que c'est une vraie inquiétude. Ça veut dire qu'on consomme moins et on est pessimiste. Non, surtout, nous sommes aujourd'hui plus bas que pendant justement le Covid-19, plus bas que pendant les Gilets jaunes. Oui, c'est l'indice INSEE de confiance des ménages. Oui, c'est pas un sondage. L'indice INSEE. Et donc, qui est extrêmement bas. Donc, plus bas que dans 2019 ou même en 2020, ou pendant les Gilets jaunes. Il faut remonter aux vagues d'attentats pour trouver plus bas. Et donc, il y a un problème. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une tension sociale qui est là, une tension sociétale. Et quand on entend tout cela, quand on voit, ça peut paraître rien, mais voilà, on voit qu'il y a également des pénuries de paracétamol. On se dit, ça fait grogner. Et puis, ça fait déclassement, pays déclassé. Karim, on y revient. C'est surprenant de voir que cet indice de confiance et le niveau très élevé qu'il a atteint. Je veux dire, si on a, je dirais, un regard un peu général sur ce que traverse notre pays, qui aurait pu prédire une guerre sur le sol, sur le continent européen avant la guerre en Ukraine ? Qui aurait pu prédire qu'on allait nous parler de coupures d'électricité au XXIe siècle dans notre grand et beau pays ? Qui aurait pu prédire qu'on ait des boulangeries, je veux dire, la denrée essentielle, le pain, qui est rentré au patrimoine immatériel de l'UNESCO, je veux dire, qui est boulangerie qui allait fermer, des artisans qui allaient être dans une situation catastrophique. Qui aurait pu imaginer qu'à la pharmacie, le pharmacien allait vous dire, pour des médicaments, des antibiotiques essentiels pour vos enfants qui ont la bronchiolite, et on sait que chaque année la bronchiolite frappe nos enfants dans le pays, nous n'avons plus d'antibiotiques. Mais ce contexte général,
Je veux dire, il est effrayant quand vous pensez effectivement ce que nous sommes, ce que nous étions, peut-être devrais-je dire, et ce que nous devenons avec ce déclassement partout, sur tous les secteurs. Et je parle même pas de nos services publics, avec les urgences qui représentent à la cour des miracles. Donc on voit des brancards partout, dans les couloirs, donc un manque d'effectifs, des gens qui sont sur 55 effectifs à Thionville, donc 53 en burn-out. Enfin, c'est de la folie. Notre grand et beau pays est en train de se déclasser à une vitesse qui est très inquiétante. Ça pose la question. Non, juste parce que par rapport au déclassement, il y a un chiffre très simple. En 1992, ce qu'on appelle le PIB par habitant, ça veut dire la richesse par habitant en France, nous étions 12e du monde. C'était une belle place. Aujourd'hui, nous sommes 25e. Vous vous rendez compte ? C'est ça qui est. Donc là, on le voit. Mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, on n'a plus assez de croissance, de création de richesse. Et ce qui est dramatique, c'est que pourtant, le poids de la dépense publique n'a pas arrêté d'augmenter. Donc, c'est pas un problème de quantité de dépenses publiques, mais d'allocation de ces dépenses. C'est ça qui est dramatique. Et quand aujourd'hui, on dit que la France est un pays ultra-libéral, etc., mais non, c'est pas le cas. Mais simplement, on a augmenté ces dépenses, on a augmenté les impôts, mais on les a mal utilisés. On a l'impression qu'on n'a pas de vision stratégique pour le pays. On n'a pas de cap. On gouverne, j'avais de dire, un peu à la semaine. Je veux dire, en fonction des événements géopolitiques, économiques, sociaux, des crises par-ci, des crises par-là. On subit tout, on n'est jamais dans l'anticipation. Est-ce que toutes ces colères peuvent s'additionner les unes aux autres ? C'est vraiment la question. Vous avez parlé de tension sociale, on y est.